Il est 8h moins 20 sur France Culture et un drôle d'animal à la une des matins aujourd'hui. Le cygne noir. Le cygne noir, Marc Kravetz vous en parlait récemment dans l'une de ses chroniques. C'est un animal, c'est une allégorie et c'est maintenant le titre d'un livre, le best-seller mondial des derniers mois, traduit en 25 langues et qui paraît en français aux éditions Les Belles Lettres. Exemple de cygne noir, un événement imprévisible, le succès d'Internet, celui du téléphone portable, la Seconde Guerre mondiale ou encore les attentats du 11 septembre. Notre invité ce matin est l'auteur de ce livre, Le cygne noir, l'américain Nassim Nicolas Taleb, qui est de passage à Paris aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Comment vous présentez? Chauffeur de limousine? Oui, c'était d'ailleurs un vol entre Paris. Je suis en fait pas américain, je suis libanais et américain. Mais j'allais de Beyrouth à New York. C'était à Paris, j'étais surclassé. Et les gens me demandaient ce que je faisais pour vivre. Et comme il est difficile d'expliquer ma profession, j'ai dit à la dame d'à côté que j'étais chauffeur de limousine. Et ça m'a permis de voyager sans que personne ne me parle pendant tout le voyage. Stratégie que vous ne pourrez pas appliquer ce matin, Nassim Nicolas Taleb. Vous avez publié plusieurs livres sur le risque et l'incertitude. Vous êtes philosophe, ancien trader à Wall Street. Vous travaillez sur l'épistémologie du hasard. Bigre, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance. C'est en fait, c'est sur l'incertitude. Et l'incertitude pour moi, c'est pas ce monde des probabilités, ce monde que j'appelle l'univers ludique. Ce monde, pour moi, le hasard, c'est ce qu'on ne sait pas. Le hasard, c'est des événements qu'on ne comprend pas. Et la culture que nous avons héritée depuis le siècle des Lumières, c'est comment se concentrer sur ce qu'on sait et comment former des décisions basées sur notre connaissance. Et surtout, Marx, si vous voulez dire, la philosophie a beaucoup parlé, maintenant il faut qu'elle agisse. Moi, c'est exactement le contraire. C'est comment transformer l'absence de compréhension, l'absence d'information et l'absence de connaissance en décision. Donc en fait, comment savoir ce qu'on ne sait pas, et en fait faire un tableau de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait mal, et travailler avec ce qu'on sait mal sans être ce que j'appelle la dinde, parce que on va y venir justement, parce que pour comprendre ce qu'est le cygne noir, pour comprendre comment agir, comment s'orienter dans ce monde dominé par la puissance de l'imprévisible, pour comprendre ce qu'est un cygne noir, il faut savoir ce que vit la dinde. Une dinde américaine. Voilà, exactement. Alors, dans mon histoire des cygnes noirs, il y a l'histoire de la dinde, l'histoire centrale. Une dinde est nourrie pendant 1000 jours. C'est par un boucher qui, tous les jours, va donner de la nourriture à cette dinde et chaque journée va confirmer à la dinde que ce monsieur charmant est en train de s'occuper du bien-être de sa dinde en particulier. C'est son bienfaiteur. Voilà, c'est son bienfaiteur. Et chaque jour apporte une confirmation supplémentaire à cette thèse du boucher étant bienfaiteur. Et chaque jour, la dinde a plus de confiance en ce personnage. Exactement. Toute la science est basée sur ça. Vous avez un échantillon maintenant qui s'élargit tous les jours, donc la dinde est plus confortable. Bon, arrive le 1001e jour. Il y a une fête où on mange des dindes en Amérique qui s'appelle Thanksgiving. C'est Thanksgiving moins 2 jours, voilà. Alors, la dinde va avoir une surprise de voir que le boucher ne va pas s'occuper de son grand intérêt ce jour-là. Et donc, ça va être une grande surprise, un cygne noir pour la dinde. Mais ça va pas être un cygne noir, ça ne va pas être une grande surprise pour le boucher. Bon, c'est ça mon histoire. C'est le jour où la dinde se fait trancher la tête, c'est le jour où sa confiance est au maximum. Exactement. C'est le jour sur les 1000 jours, c'est le 1001e où ça va être le plus à l'aise avec le boucher. Donc, en fait, mon histoire, c'est tout mon livre, j'ai pris un vieux problème philosophique, un vieux problème de logique, un vieux problème que d'ailleurs a été traité en France, mais personne n'en parle. Je l'ai pris et je l'ai emporté dans une dimension empirique en disant mon point, c'est ne pas être la dinde. Où est-ce que je suis la dinde tous les jours? Voilà mon livre. Et c'est ça, un cygne noir. Un cygne noir, c'est donc un événement imprévisible qui a un impact très important. Mais nous, contrairement à la dinde qui se fait trancher la tête, on cherche toujours à expliquer
a posteriori, à voilà. comprendre après, à rendre l'événement imprévisible prévisible. Oui, mais ce qui se fait, c'est qu'il y a effectivement des mécanismes psychologiques. Enfin, je me suis quand les gens, c'est la raison pour laquelle je disais que j'étais chauffeur de limousine, parce que il y a beaucoup de sujets qui m'ont intéressé au signe noir. J'ai passé ma vie sur le même sujet. Donc, le premier, c'est le déroulement de l'histoire. Le deuxième, c'est les événements économico-sociaux, etc., avec leurs mathématiques. Mais le troisième, le plus important, c'est la dimension psychologique. C'est qu'en fait, on a un problème psychologique quand on regarde l'histoire. Regardez la Première Guerre mondiale. Regardez, moi je l'ai appris par la guerre du Liban. Une guerre, l'histoire est complètement folle. Des livres, des événements complètement en dehors de ce qu'on peut. On a un tunnel mental quand on projette le futur et l'histoire dit des choses complètement folles. Mais après que ces événements n'arrivent, on se rend pas compte qu'ils sont tellement fous par rapport au passé. On projette le futur la prochaine fois de façon aussi restreinte, sans tenir compte de ces choses exceptionnelles. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire. On Exactement. replace l'événement dans une série causale. Dans une série causale. Et en fait, c'est ce que j'appelle la prévisibilité rétrospective, mais non prospective. Donc, en fait, après le fait, ce que j'appelle l'erreur de narrativité, on va se donner une explication du monde pour se donner l'illusion de bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ça nous rend complètement, ça cause une certaine cécité au signe noir. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Et c'est une dimension psychologique. Et d'ailleurs, le problème de la science, des sciences sociales, il y a de vraies sciences et il y a des non-sciences. Le monde de l'économie, quand j'ai regardé les données, les économistes vous expliquent tout. Mais c'est charmant, mais c'est savant. Le problème, c'est que sur 27 000 prévisions, les économistes, je ne dis pas tous, je dis que la communauté ne prévoit pas mieux qu'un chauffeur de taxi, donc parisien. Donc je veux dire, des choses comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que nous comprenons beaucoup moins le monde dans lequel nous vivons à cause de cette cécité et ce biais rétrospectif. Dans votre livre, Nassim Nicolas Taleb, il y a tout un travail théorique. Vous travaillez sur la philosophie, sur les différentes sciences, sur l'économie. Et puis il y a aussi une part qui est évidemment liée à votre expérience personnelle. C'est donc la guerre du Liban dont vous parliez il y a un instant. Et puis il y a la crise financière. Déjà, c'était en 1987. Il y a eu un lundi noir, on s'en souvient. On a eu l'occasion de revisiter la longue histoire des crises financières très récemment. Ces événements, qu'est-ce qu'ils vous ont appris finalement? Que notre monde, il est dominé par l'extrême, par l'inconnu, par l'improbable, beaucoup plus que par le connu et par ce qui se répète? Exact. Alors ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai appris après la crise de 87, j'avais encore des cheveux, j'étais jeune trader à Wall Street et j'avais déjà une obsession de l'impact des événements rares. Qu'en fait, ils sont rares, mais quand ils arrivent, ils ont tellement de conséquences qu'on ne peut pas les ignorer. Et à ce moment-là, j'ai fait un tableau de 2 domaines. Un que j'appelle Médiocristan et un que j'appelle Extrémistan. Ce sont 2 territoires imaginaires. 2 territoires, enfin pas tellement imaginaires. Médiocristan, c'est un domaine que la science peut comprendre. Parce que Médiocristan, le rôle de l'événement, il y a des signes noirs, il y a des événements qui peuvent avoir lieu, mais leur rôle à long terme n'existe pas. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, aucune journée ne pourra changer mon poids de façon dramatique. Je peux manger tout ce que je veux, ou je peux sauter des repas en une journée. Aucune journée, aucun événement, donc l'exception dans Médiocristan. Donc notre poids appartient à Médiocristan, les tailles appartiennent au Médiocristan. Le domaine naturel dans lequel nous avons grandi dans la savane avant notre ère est du Médiocristan. Mais dans l'Extrémistan, l'exception domine. Par exemple, je vous donne un exemple, l'Extrémistan, les écrivains. Vous prenez, il y a 1000 romans aujourd'hui sur le marché en Amérique et en Angleterre, en langue anglaise. Un peu partout au Canada aussi, etc. Il y a 1000 romans sur le marché, 20 000 publiés. Sur les 20 000 publiés, entre 5 et 30 vont représenter la moitié des ventes. Donc l'exception domine. Vous prenez des chanteurs d'opéra, sur les chanteurs d'opéra du monde, il y en a 2 ou 3 qui vont faire la moitié des revenus. Donc en fait, il y a donc le rôle de l'extrême, le rôle de... On est toujours dans le prototype, dans cette économie-là.
Alors, le monde économique se dirige de plus en plus vers ce que j'appelle l'extrémistan, le monde des guerres vers l'extrémistan. Prenez le nombre de guerres, le nombre de gens tués dans l'histoire, et les deux guerres, enfin, c'est la même guerre, enfin, le premier volume, deuxième volume, ont tué la plupart des gens qui sont morts dans les guerres. Vous voyez, donc l'extrême domine dans la vie économique, dans la vie qu'on a créée, le monde qu'on a créé, et le monde qu'on a hérité, ce n'est pas tellement le cas. Vous voyez, si vous mettez tous les gens de la planète, la personne la plus grande ou la plus lourde ne représenterait pas beaucoup. Mais Monsieur Bill Gates en Amérique est plus riche que 1 milliard de gens les plus pauvres. Donc même plus. Donc vous voyez, donc nous avons hérité un monde, et la conséquence de ce rôle de l'extrême, c'est que il y a beaucoup plus de hasard dans l'extrémistan, il y a beaucoup plus de hasard dans ces vies économiques, sociales, et le monde devient de plus en plus complexe. Avec la globalisation, ça devient pire. Mais on a besoin, Nassim Nicolas Taleb, d'anticiper. On a besoin, malgré tout, de se raccrocher à des événements qui se répètent, à des événements qu'on essaye de rendre prévisibles. Aujourd'hui, par exemple, l'État français est en train d'élaborer un projet de budget. Il n'avait pas anticipé la crise financière, mais son travail, c'est d'essayer d'imaginer à quoi ressembleront les recettes de l'État en 2009. C'est une question qui se pose pour le budget des États, mais c'est aussi une question qui se pose dans nos vies quotidiennes, dans nos vies individuelles. Mais le problème de projeter l'histoire, c'est que c'est à la fois nécessaire parce qu'on ne peut pas trop naviguer sans avoir une certaine idée, mais le problème, on devient prisonnier de chiffres. Il y a un effet psychologique des chiffres. Si je vous demande les 4 derniers chiffres de votre sécurité sociale, puis je vous demande de prévoir ce que l'économie va faire demain ou ce que les prix vont faire demain, il y aura une corrélation. Mais si je vous pose les questions en sens inverse, il n'y aura pas de corrélation. Donc en fait, avoir des chiffres dans la tête rend les gens en dinde. Et un deuxième problème que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le domaine complexe, l'extrémistan en fait porte un autre nom, c'est le domaine complexe, le domaine de la vie complexe. Dans le domaine complexe, par exemple, le climat est un domaine complexe. On peut prévoir à très très court terme, mais à long terme, il y a une dégradation, des prévisions qui se passent très 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 vite. Donc en fait, une prévision à 10 ans n'a pas 10 fois l'erreur d'une prévision à un an, mais elle en a peut-être 1 million de fois. Donc en fait, j'ai vu ça par exemple qu'avec le gouvernement américain prévoyait les prix du pétrole à $25 le baril en 2004. D'accord ? Ils ont doublé 6 mois plus tard. Je leur ai dit mais si vous doublez, vous vous rendez pas compte que il y a beaucoup de gens qui sont liés à votre projection à 25 ans et beaucoup de décisions ont été faites et alors que votre chiffre est complètement aléatoire. Donc pourquoi vous dites pas aux gens je ne peux pas prévoir le prix du pétrole ? Pourquoi vous n'avez pas dit aux gens et vous vous êtes trompé toujours dessus. Donc en fait, il y a ce que j'appelle en anglais c'est side effects, c'est les effets secondaires. C'est comme quand vous prenez je prends une pilule de n'importe quoi. Et si je ne connais pas l'effet secondaire de cette drogue, de cette médication, de ce médicament, je vais avoir des problèmes. Et en fait, donc les prévisions ont un effet secondaire que personne n'a abordé et c'est horrible. Nassim Nicolas Taleb, votre livre, c'est donc pas simplement un ouvrage théorique, il a aussi pour but de nous faire changer nos habitudes de pensée. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans notre manière de vivre ? Alors ce que je mets là, c'est en fait, c'est très simple. Comment vivre dans un monde qu'on ne comprend pas ? Et enfin, mon livre n'est pas très théorique parce que c'est écrit comme des contes philosophiques. Un peu, ça se lit. J'ai trompé suffisamment au début, quand je l'ai annoncé mon livre, les gens qui faisaient des commentaires dans des journaux, des reviewers, oui. et sont complètement gourés parce qu'ils savaient pas que c'était un truc théorique, parce qu'il y a des histoires, il y a Nero Tulip, un peu autobiographique, Yevgenia Krasnova, d'une folle franco-russe. Que vous avez inventé, c'est une romancière russe un peu inventé, et des choses comme ça. Donc il y a Fat Tony, le monsieur, etc. Donc il y a les personnages, etc. Donc les gens ne le voient pas. Mais ce que j'essaie de faire, c'est essayer de faire un tableau de comment se comporter face à l'imprévu, face à une certaine classe d'imprévu, en comprenant que c'est pas grave si je suis la dinde dans le Médiocristan, parce que l'erreur ne va pas avoir de grands impacts. Mais il faut savoir où ne pas se tromper. Donc parmi les choses, par exemple, je dis, si vous voulez envahir une petite île,
aucun problème. Mais la prochaine fois, vous voulez envahir un pays, c'est beaucoup plus complexe. Votre erreur sera très grande. Et d'ailleurs, depuis Napoléon, les guerres ont été complètement imprévisibles. Allez-y. On va y venir justement, oui. Nassim Nicolas Taleb. On va revenir sur cette puissance de l'imprévisible. Il est 8h moins 5. Nous avons rendez-vous avec la chronique d'un autre bipède dont la confiance, est à son optimum. Bonjour Alain Gérard Slama. Bonjour, cher Ali. Science et conscience, c'est le sujet du jour. Mais oui, mais c'est une réflexion qui m'est suggérée par le propos de ce matin. Et d'autant plus que notre hôte a été à la fois trader et scientifique. Enfin, philosophe des sciences. Et ça, c'est intéressant, parce que aujourd'hui, nous assistons à un phénomène que nous connaissons bien en matière de capitalisme, notamment après l'affaire Kerviel, moraliser le capitalisme. Comme si le capitalisme, qui est un système d'organisation de la production de richesse, était en soi moral ou immoral. Il est amoral, il n'est ni moral ni immoral, le capitalisme. On peut moraliser, en revanche, les capitalistes en tant qu'individus responsables, mais moraliser le capitalisme en tant que système n'a pas de sens. Il me semble qu'on est en train actuellement de commettre la même confusion à propos de la science. Jamais, même au moment de la révolution bergsonienne, au début du XXe siècle, jamais, me semble-t-il, la science n'a été l'objet de tensions aussi fortes. D'un côté, les attentes des responsables politiques comme des simples citoyens sont de plus en plus pressantes, qu'il s'agisse de biologie, avec les espérances placées dans la génétique, qu'il s'agisse d'écologie, avec, chère Corinne Lepage, le réchauffement climatique, ou encore même qu'il s'agisse d'économie et de finance, avec la multiplication de modèles de plus en plus complexes et raffinés. En matière d'économie, de finance, les modèles sont d'une subtilité extraordinaire, tellement complexe d'ailleurs, que ça ne marche pas. Question, faut-il renoncer à tenter d'en faire d'autres? D'un autre côté, en même temps qu'il y a ces attentes formidables, la peur de retombées irréversibles des découvertes scientifiques sur la survie de la planète et sur la liberté des personnes ne cesse de croître. Et sur ce terrain aussi, on parle de moraliser la science, comme on parle de moraliser le capitalisme. On évoque à tout propos, depuis un livre célèbre d'Edgar Morin, la phrase de Rabelais, selon laquelle science-conscience n'est que ruine de l'âme. Et le philosophe des sciences Jean-Jacques Salomon a été un des premiers à suggérer, il y a 30 ans, que la science étant devenue une technoscience, ses orientations devraient relever de plus en plus la compétence du débat démocratique. Et parmi les essais de plus en plus nombreux qui paraissent sur le sujet, j'en relève deux parallèlement à notre signe noir. C'est l'un d'Étienne Klein, Galilée et les Indiens, chez Flammarion, qui s'inquiète de ce que la recherche scientifique, obnubilée par ses prolongements technologiques, se soit éloignée de son terrain fondamental qui est la connaissance, en effet. L'autre dû au physicien Serge Galam dresse le bilan peu réjouissant des incertitudes de la recherche scientifique concernant les causes du réchauffement climatique. Les scientifiques ont perdu le nord, c'est chez Plomb. Or, la phrase de Rabelais, en évoquant la ruine de l'âme, suggère clairement que l'obligation morale concerne le scientifique, et non évidemment la science elle-même. L'idée de moraliser la science aboutirait à tarir la recherche. Il ne faut pas renoncer à faire des modèles, y compris en matière financière. De la même façon que l'illusion de moraliser le capitalisme conduirait les sociétés développées à la ruine. La société peut moraliser les scientifiques comme elle peut moraliser les traders en les protégeant contre la tentation de l'argent et du pouvoir qui les rend fous, mais l'imprévisibilité même des conséquences pratiques de la recherche est la démonstration même de la nécessité pour la société de préserver la liberté du chercheur. C'était la chronique d'Alain Gérard Slama. Notre invité ce matin est l'essayiste libano-américain Nassim Nicolas Taleb. Vous publiez Le Signe Noir aux éditions des Belles Lettres. Un commentaire à la chronique d'Alain Gérard Slama. Ne pas renoncer à faire des modèles, ne pas renoncer à essayer d'anticiper et de gérer le risque, monsieur l'ancien trader? Non, je vais vous dire, le problème essentiel, c'est qu'il faut renoncer à certains modèles dans ma méthode pour des raisons spéciales. Vous donnez un modèle à quelqu'un, il ne va plus voir le monde de la même façon, à cause du biais de confirmation. C'est très simple. J'étais à New York, il y avait d'ailleurs un autre monsieur qui était d'origine libanaise, le président de la Royal Society, Atiyah, qui est venu donner une conférence sur le rôle des mathématiques dans la société. Bon, j'ai écouté sa conférence et en écrivant ma contre-conférence sur les erreurs des mathématiques dans la société. Alors, et puis ensuite, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, si vous devez faire une autre en disant le non-rôle des mathématiques. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens vous disent ce qu'ils ont fait pour vous, pas ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Donc, en fait, on ne peut pas faire de modèles sans voir ce que les modèles ont détruit. Et les modèles, jusque-là, ont trop détruit.
On va y revenir, Nassim Nicolas Taleb, et on va en débattre. Ce sera juste après les informations. Vous l'entendiez dans la chronique d'Alexandre Adler, il disait, je cite, « La bataille est gagnée sur le plan du suffrage universel », parlant de la présidentielle américaine. Barack Obama aurait de toute manière aujourd'hui déjà emporté les suffrages du plus grand nombre d'Américains. Comment est-ce que vous recevez ce petit exercice de prévision de l'avenir ? Dans mon livre, c'est le genre d'imprécision qu'on comprend bien. Donc, on fait très peu d'erreurs dans ce domaine-là, en fait, parce que, regardez. Ça arrive malgré tout. Ça arrive, non, mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est quand vous pensez que vous avez une guerre qui va durer 2 semaines et coûter 5000 personnes, qui dure 4 ans, puis qui se recommence pour durer 4 ans de plus et coûte 80 millions de personnes. Ça, c'est une erreur. Tandis que là, se tromper de président, je crois que nos intuitions dans ce domaine-là marchent très bien. Donc c'est pas là tellement le problème. En fait, mon problème du signe noir, c'est que là où les gens pensent qu'il n'y a pas de risque de se tromper, il y a de très grands risques. Ou des risques à grandes conséquences, où là les gens pensent qu'il y a beaucoup de risques de se tromper, avec surtout les républicains maintenant pensent que le monsieur, si vous étiez républicain, vous penseriez qu'il aurait de grands risques. Qu'Alexandre Adler aurait de grands risques de se tromper. En fait, c'est parce qu'on a envie de croire. On a envie de croire, mais en fait, donc c'est la séparation de ces deux domaines en fait où il faut être crédule. Moi, je préfère être crédule avec Alexandre Adler et sceptique quand j'écoute un ministre des Finances que le contraire. À la une de Time Magazine cette semaine, on voit les portraits de Barack Obama, de John McCain à côté de ceux d'Abraham Lincoln et de Truman. Le numéro de Time cette semaine est consacré à savoir comment se comporteraient les candidats face à un événement dramatique et complètement imprévu. Au fond, c'est ce dont il est question dans une élection comme ce qui se joue aujourd'hui aux États-Unis. Essayer de déterminer si le candidat aujourd'hui aurait le caractère, une fois devenu président, pour réagir à la crise, à ce qu'on n'avait pas du tout anticipé. Je vais vous dire, le problème qu'on a, c'est qu'on peut tellement peu prévoir que n'importe quel serait le candidat, les scénarios se multiplieraient de la même façon. Donc, on peut pas vraiment dire. Et écoutez, il y a quand même une administration républicaine qui aujourd'hui a nationalisé les banques aux États-Unis. Et d'une façon que Mitterrand n'avait pas fait quand il est arrivé au pouvoir. Donc, je veux dire, c'est que pensez si c'est Obama ou l'autre. Le fait est que le monde moderne, surtout depuis Napoléon, c'est une phase un peu bizarre. Les liens entre action et conséquences sont devenus tellement flous que on ne sait plus quoi, on ne sait plus ce qui est bien pour nous, pas bien pour nous. Pourquoi la référence à Napoléon ? C'est la première. J'ai regardé dans l'histoire la première grande erreur de prévision où il a eu ce qu'il pensait avoir et il est rentré avec la grande armée diminuée de combien, de 80 quelque chose %, 90%. Donc en fait c'était la première grande imprévisibilité dans l'histoire. Le monde est devenu complexe avec Napoléon, intégré. La mondialisation a commencé à cette époque-là un peu. Donc et ensuite il y a eu la Grande Guerre, etc. Mais je prends un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pensons-y un tout petit peu, que vous allez acheter à New York des jouets pour vos enfants pour Noël, vous faites monter le prix de la viande à Paris, parce que les choses vont être faites en Chine, et les Chinois, ils mangent des protéines. Ils vont commencer à manger des protéines avec l'argent que vous leur envoyez. Ça rend les choses complètement imprévisibles. Vous voyez, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est vous envahissez l'Irak, vous avez exactement ce que vous voulez de l'Irak en très peu de jours. Résultat, vos ennemis en bénéficient 20 fois plus que vous. Donc je veux dire, c'est donc savoir essayer de penser la différence entre Obama et McCain dans le futur, moi je vois pas. Et pourtant, on n'a jamais été aussi bien informé, en tout cas si l'on songe à l'accumulation des connaissances, de l'information. Ça donne confiance, ça, dans la capacité à prévoir, Nassim Nicolas Taleb. Je vais vous donner de mauvaises nouvelles. Un ami à moi, avec qui je travaille, je collabore, Philippe Tetlock, a effectivement regardé la différence entre gens qui sont informés et les gens qui ne sont pas informés. Bon. Alors, si vous êtes professeur à Stanford, spécialiste de l'Afghanistan, vous allez vos erreurs de prévision sur ce qui va se passer en Afghanistan sont de loin supérieures à ceux d'un chauffeur de taxi qui peut à peine lire Libération un peu en relatif et comprendre l'équivalent. Donc, à partir du moment où vous savez lire et écrire et lire un journal que quelqu'un qui n'a pas le bac peut lire, automatiquement, votre erreur de prévision est inférieure à celle d'un professeur spécialisé dans le domaine. Et ça, on l'a eu par les prévisions sur la Russie, sur l'Union soviétique. Donc, en fait,
C'est très simple. Vous donnez à un médecin ou à un psychologue 50 pièces d'information sur un patient ou 10 pièces d'information. Avec 50 pièces d'information, son diagnostic sera inférieur qu'avec 10 pièces d'information. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas travailler avec l'information. C'est un problème d'incapacité à prévoir, c'est une question quasiment philosophique, ou est-ce que c'est une question technique? C'est technique, c'est-à-dire que c'est très simple. Je vous montre, c'est technique, ça vient toujours de ce que j'appelle la confirmation fallacy, l'erreur de confirmation. Et ça vient de ça. Si je vous montre une photo floue, complètement floue, d'un objet, d'accord, mettons c'est la photo d'un chien, d'accord, d'un animal, d'un chien, complètement flou, et que j'augmente la résolution en 10 fois, d'accord. Et j'arrête, vous n'allez pas voir le chien, parce que vous allez produire 9 théories sur le chemin. Si j'augmente ça en 5 fois, vous allez voir le chien. Donc en fait, plus vous avez de données, plus vous faites des théories, et plus vous avez des théories dans la tête, moins vous allez voir la réalité telle qu'elle est, et plus vous allez voir les choses qui confirment votre point de vue. Une fois que vous avez une théorie dans la tête, vous regardez ce qui la confirme. Donc il vaut mieux avoir le minimum de théories. Et c'est ça ce que j'appelle l'information stérile. Une information stérile n'est jamais perçue comme stérile par votre cerveau. Jamais. Par exemple, je parlais avec Alain Gérard et il m'a dit, parce que je suis tunisien d'origine, etc. Bon, c'est une information stérile en fait, parce que ça ne prévoit pas le comportement. Mais comme il me l'a donné. Ah si, ça prévoit le comportement justement d'Alain Gérard Slama. Je vous l'ai donné en riant. Et c'est une composante importante et une information que vous n'avez pas su utiliser. Non, mais vous me l'avez donné en riant. Maintenant, je ne peux pas l'ignorer. Donc, tout ce qu'il fait confirme une certaine théorie que j'ai des gens originaires comme lui de Tunisie. Et c'est ça, je l'appelle ça l'erreur. Le déterminisme d'Alain Gérard Slama s'expliquera par son origine tunisienne. Exactement. C'est comme les gens qui expliquaient. Les gens. Bon, moi, je suis. C'est un peu bizarre. Je suis libanais, grec orthodoxe, etc. Bon, il y a des gens qui me prennent pour un musulman et les gens disent parce que vous êtes musulman, vous vous comportez comme ça. Il y a des gens qui me prennent pour un maronite parce que vous êtes chrétien, libanais, maronite, vous vous comportez comme ça. Donc les gens se trompent et moi ça me fait rire parce que en fait ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. C'est des raisons qu'on se donne dans la tête qui en fait diminuent notre compréhension de la réalité au lieu de l'augmenter. Il y a certaines informations très valables, mais quand l'information est stérile, elle vous fait plus de mal que de bien. Et pourtant, aux États-Unis où vous vivez, Nassim Nicolas Taleb, certains avaient prévu par exemple un événement aussi imprévisible que la crise financière. Nouriel Roubini, c'est un économiste, c'est devenu une star aux États-Unis. Il annonçait la crise depuis septembre 2006, personne ne voulait l'écouter. C'est notre incapacité à écouter ou c'est... Non, d'abord je crois que la crise financière présente n'est pas un signe noir, c'est un signe blanc. Et je l'ai écrit dans le signe noir. C'est que parce que les banques sont tellement... raison très simple. Les banques et d'ailleurs la finance mondiale et ce que j'ai écrit dans le signe noir, c'est comme un bus qui est conduit par quelqu'un avec un bandeau sur les yeux. Bon, éventuellement, vous savez ce qui se passe quand vous conduisez un bus avec un bandeau sur les yeux. Les gens qui ont l'impression de naviguer des choses délicates. Donc en fait, ce qu'on peut prévoir, c'est si le pilote d'un avion ne sait pas bien piloter les avions, que la première tempête va faire couler. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Nous avons encore, malheureusement, avec Bernanke, avec ce genre de personnes, des gens qui ne comprennent pas les risques qu'ils prennent, qui ne comprennent pas que le monde est beaucoup plus imprévisible qu'ils ne le pensent, et qui prennent des risques sur des événements rares, qui ne comprennent pas. Alors, donc, il y a eu les banques qui ont accumulé des risques sur des événements rares basés sur des modèles mathématiques complètement bidons. Et donc la crise actuelle, j'en parle jamais maintenant, parce que je dis ce n'est pas un signe noir, ce n'est pas mon livre, c'est un signe blanc, aussi blanc que de la neige, Snow White, je l'ai appelé. Et d'ailleurs, ça me rend complètement, ça me met dans un état de colère quand j'entends les gens parler de cette crise après le fait. Pourquoi? Parce que j'étais à la BBC en venant. C'est un truc classique. J'étais à la BBC en venant. Avant de venir, j'étais dans un studio où il y avait un économiste américain du Fonds monétaire international. Et j'étais dans un état de colère en disant que je vous ai prévenu tous que vous preniez beaucoup de risques sur des choses qu'on ne comprend pas, notamment les risques des banques sur les événements rares, etc. Donc vous preniez, etc. Et personne n'a voulu m'écouter que ces modèles ne marchent pas. Et j'étais en colère. Alors la dame a demandé à monsieur s'il avait lui aussi
vu ça. Et le monsieur a déclaré, bien entendu, j'ai vu ça. J'ai toujours dit que c'est des gens qui, après le fait, se souviennent d'une chose qu'ils ont pris sur la douche. Alors, ma question est, est-ce que le monsieur, s'il pensait que ça allait arriver, est-ce qu'il a empêché sa belle-mère d'avoir ces risques-là? Est-ce qu'il a empêché des gens d'investir est-ce qu'il a dit aux gens, non. Après le fait, seul Roubini avait donc cet économiste américain qui avait prévenu qu'il y aurait une un autre crise. Levantin. Voilà, les prophètes viennent toujours de l'Orient. Nassim Nicolas Taleb. Il avait vu Roubini, mais les autres, c'est tous des baratineurs qui, après le fait, l'ont dit. Et si quelqu'un était venu le 10 septembre 2001 dire ce qui allait se produire le lendemain, on va y revenir et on va en débattre juste après la chronique d'Olivier Duhamel. Il est 8h30 sur France Culture. Bonjour Olivier. Sur France Culture, dernière partie des matins, toujours en compagnie de notre invité, l'essayiste libano-américain Nassim Nicolas Taleb, l'auteur de plusieurs livres sur le risque et l'incertitude. Vous publiez Le Signe Noir, la puissance de l'imprévisible aux éditions des Belles Lettres. Le livre arrive en librairie et on ouvre la discussion en compagnie de l'équipe des matins. Corinne Lepage, Olivier Duhamel, Alain Gérard Slama, le Tunisien et Marc Ravetz. Bonjour Marc. Bonjour. Nassim Nicolas Taleb, la puissance de l'imprévisible, essayons de la mesurer avant d'ouvrir la discussion. Imaginons donc un législateur avisé, tenace et qui saurait prédire l'avenir. Cet homme-là viendrait le 10 septembre 2001 imposer une loi. Il faut blinder les portes de tous les cockpits de tous les avions commerciaux au monde. Cet homme-là, le 10 septembre 2001, aurait donc empêché les attentats du lendemain. Cet homme-là, quelle serait son histoire dans cet essai d'histoire-fiction que vous imaginez et qui est une allégorie qui parle beaucoup de cette théorie que vous essayez de mettre en place sur notre rapport à l'imprévisible? Le problème, ça a été déjà vu, comme beaucoup de choses, par un Français qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui a écrit un essai, sur un sujet un peu différent, mais l'idée est la même, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on va voir, nous, c'est Monsieur Giuliani qui est en train de jouer à l'héros. Le maire de New York, au moment des attentats du 11 septembre. Exactement, on n'a pas vu quelqu'un qui aurait prévenu la crise. Et personne même qui aurait prévenu la crise n'aurait pas su qu'il avait prévenu la crise. Donc en fait, c'est un problème général de ce que j'appelle le problème de silent evidence, que je l'ai appelé en anglais. En français, j'appellerais ça ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on ne voit pas dans un échantillon, ce qu'on ne voit pas. On n'a pas trop de respect pour ce qu'on ne voit pas. On a beaucoup moins de respect pour quelqu'un qui empêche les gens d'avoir le cancer, en les empêchant de fumer, que quelqu'un qui vient les sauver parce qu'il est héros, chirurgien, qui sait, etc. Donc en fait, nous vivons dans une société avec des intuitions de type 1. Société type 1, c'est une société très primitive où ces choses-là n'ont pas d'importance. Dans une société beaucoup plus complexe, pour nos systèmes de valeurs, où on ne donne pas suffisamment de respect à ce qu'on n'a pas vu. Et vous imaginez donc ce Joe Smith qui aurait empêché les attentats du 11 septembre, il serait mort dans la solitude et sûrement le chagrin puisqu'il aurait eu l'impression de n'avoir jamais rien fait d'utile. Il y a fort à parier qu'il n'aurait pas eu sa statue à New York. Un mot malgré tout pour ouvrir le débat. Est-ce que vous dites cette chose très simple, que l'imprévisible est inattendu ? Parce que ça, on le sait déjà. Non, ce que je dis, c'est que notre façon de penser est confirmatoire et braquée sur ce qu'on sait et n'a pas suffisamment de respect pour ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas. On le pense qu'il n'existe pas. Donc c'est une tendance naturelle de voir que ce qu'on n'a pas vu n'existe pas. Et mais ce que j'emmène, moi, ce que je fais, c'est faire un tableau où ce genre d'erreur a des conséquences. Dans la banque, par exemple, ça a des conséquences. Dans la guerre, ça a des conséquences. Dans le réchauffement climatique, ça a des conséquences. Dans la vie de tous les jours, en général, ça n'a pas de conséquences. Donc, il vaut mieux faire l'erreur dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est en 2 étapes. 1, j'établis le problème.
de l'inconnu, et deuxièmement, une méthodologie pour vivre avec. En fait, avec des règles, des petites règles très simples. Quelques petites règles. Une petite règle, c'est ne prenez jamais de prévision d'un monsieur qui porte une cravate. Jamais en complet veston, parce qu'en fait, pour une raison très simple, dans mon tableau de faux experts, il y a des faux experts. Il y a des faux experts. Bon, c'est des faux. Si vous prenez une prévision d'un chauffeur de taxi, vous n'allez pas prendre des risques. Mais vous prenez des prévisions de quelqu'un en habit, vous prendrez beaucoup de risques. Donc avant d'aller jouer en bourse, demandez avis à son chauffeur de taxi plutôt qu'à son expert financier. Exactement, parce qu'en fait, on demande l'avis pour des raisons entièrement c'est comme du Valium, c'est pour faire baisser l'anxiété vis-à-vis du futur. Donc on demande l'avis sur le futur à des gens. Donc il vaut mieux un chauffeur de taxi, ça a moins d'effets secondaires que quelqu'un qui porte un costume. Mais c'est très simple, c'est des petites règles comme ça. Dans ce livre-là et dans mes travaux prochains, comment vivre dans un monde qu'on ne comprend pas, c'est des petites règles. Il faut ce qu'il faut faire et etc. Question de Marc Ravetz. D'abord, juste avant de vous poser une question, je veux dire que je suis tellement ravi de vous rencontrer. Vous savez que votre livre circulait en France. J'avais l'impression que c'était un livre subversif, voire pornographique, qui circulait sous le menton en anglais, par le bouche à oreille. Et c'est vrai que donc j'ai lu comme ça il y a je sais pas 7-8 mois de cela. Et dans les bonnes librairies américaines de Paris, on me disait mais c'est le livre qu'il faut lire, c'est le livre qu'il faut lire. Et je dois dire, il faut quand même le dire à nos auditeurs, c'est pas un livre facile à lire, c'est pas un polar, mais c'est certainement l'un des livres les plus stimulants, les plus riches. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je le jure. Mais c'est qu'on puisse avoir en ce moment sous les yeux. Moyennant quoi, alors, je vous écoute depuis le début, avant d'être dans ce studio, je vous écoutais sur ma petite radio. Si j'ai bien compris, il va pas être très facile, on peut le prendre dans le désordre, de faire de la politique. Grosso modo, le mode prévision, je sais tout, des hommes et des femmes politiques, Corinne Lepage, qui savent tout sur le climat, sur l'économie, ça va quand même en prendre un rude coup par vos lecteurs. Il va pas être facile de faire de la philosophie ou de la philosophie des sciences humaines. Grosso modo, vous êtes du côté des hommes à cravate, même si en France on porte moins de cravates, donc méfiez-vous. Vous pourriez y avoir de mauvais préjugés. Et puis alors, j'ajoute, parce qu'il faut quand même se regarder dans la glace, que ce sera pas facile non plus, et ce n'est pas d'ailleurs, de faire du journalisme. Vous dites des choses à peu près définitives, et hélas, très très juste, sur une expérience que j'ai bien connue, qui était d'être journaliste au Liban pendant votre guerre. Grosso modo, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est simple. Chauffeur de taxi? Non, la chose est simple. Je reviens au problème central. Nous, les hommes, la race humaine, je veux dire, les hommes et femmes, nous sommes beaucoup plus qualifiés à faire des choses qu'à les enseigner. Donc nous sommes beaucoup mieux dans le techné que le épistémé. Donc dans ce à faire, nous sommes le savoir-faire que le savoir. Donc il faut plus se lier sur des choses qu'on a fait pendant très 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 longtemps. Et donc ça donne une certaine importance à ce qu'on a fait pendant longtemps. Donc les choses nouvelles, il faut se méfier plus. Voilà un peu. Et puis mais qu'est-ce que vous faites de la prise de risque? Qu'est-ce que vous faites de l'innovation? Qu'est-ce que vous faites de l'expérimentation? Mais l'innovation vient. Ce que j'ai mis dans le hasard sauvage, c'est que les gens, on n'a jamais vraiment compris l'innovation. Les gens regardent l'innovation comme quelque chose qu'on peut produire. J'ai pris. Il y a 2 histoires sur lesquelles je me suis braqué. Les histoires de la technologie, l'histoire de la médecine. N'est-ce pas? Bon, les découvertes médicales, en général, c'est des effets secondaires d'autres découvertes médicales, sauf dans 2 cas très, très, très rares. Et en technologie, l'Internet aujourd'hui, on pense qu'on l'a manufacturé comme société. En fait, l'Internet, vous savez d'où il vient? D'une obsession d'un acteur qui est devenu président des États-Unis, qui s'appelle Ronald Reagan, qui était obsédé par les Russes, et qui, à cause de son obsession par les Russes, a donné à DARPA, de l'argent pour qu'ils fassent des choses, et DARPA a fait l'Internet comme application militaire. Et résultat, je téléphone à ma mère pour 5 cents la minute de New York tous les jours. Donc et Ronald Reagan, ça l'intéressait pas trop que quelqu'un à New York téléphone à sa mère au Liban à 5 cents la minute. Oui, dans ce cas-là. Donc en fait, donc vous êtes un bon fils grâce à Ronald Reagan, et en tout cas on ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper les découvertes scientifiques, celles qui révolutionnent le monde. Oui, mais on peut, si on sait ça, on peut travailler avec. Et j'ai un protocole.
Corinne Lepage. Oui, moi je voudrais revenir sur une question de méthodologie au risque de faire de la peine à mon camarade Alain Gérard Slama. Pour vous interroger sur ce que vous pensez du principe de précaution qui a beaucoup défrayé la chronique en France et même en Europe. Est-ce que c'est un principe de méthodologie, donc c'est de ne pas attendre d'avoir des certitudes pour agir, pour prévenir des risques? C'est ça le principe de précaution. Est-ce que vous pensez que c'est une méthodologie acceptable, correcte? Et deuxième question sous-jacente, le principe de précaution marche quand on est en présence de risques non avérés. Quand on est dans des situations de totale ignorance, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le principe de précaution ne marche pas. Nassim Nicolas Taleb. Voilà, alors je vais vous dire, j'ai un autre principe que je vais pour remplacer le principe de précaution, parce que pour moi il est très dangereux. Il peut justifier quelqu'un qui attaque l'Irak, le principe de précaution, donc il ouvre une boîte de Pandore et donc il cause un chaos total pour prévenir un autre acte. Donc en fait, dans un monde très compliqué, j'ai un autre principe. Et moi, ce que j'appelle le principe du default. Le défaut, c'est le suivant. Il faut laisser les systèmes dans leur état naturel, parce qu'ils ont été là pendant très longtemps, à fonctionner dans un état d'équilibre sans nous. Et donc, et se dire, on comprend moins la planète que la planète elle-même, donc ne polluons pas. Donc, au lieu de faire des trucs climatiques, il faut dire, ramenons la planète comme elle était pendant des millions d'années, sans nous. Oui, mais quand ça vient à des questions beaucoup plus précises, comme faut-il, par exemple, cultiver des organismes génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées sur le sol français, par exemple. Là, on n'est plus face à la question de la pollution en général, on est face à une question très technique, très précise. On ne sait pas les risques sur la santé des individus, quand on ne connaît pas très précisément les conséquences de ces cultures. Je suis contre. C'est bizarre. Je suis un peu. Bon, on peut m'accuser je suis extrêmement conservateur quand ça vient, de choses qui sont modernes, parce que on ne comprend pas le corps humain, on ne comprend pas la médecine, on ne comprend pas les choses. Ça peut peut-être marcher, mais je préfère prendre les choses comme elles ont été pendant des millions d'années, plutôt que d'inventer des choses nouvelles. Olivier Duhamel. Ah pardon, vous ne vouliez pas la parole. Je peux reposer une petite... Pardon. Bien sûr, Corinne. Juste une toute petite question. Vous disiez tout à l'heure qu'on était meilleur dans la technique. Il y a un très bon bouquin d'Hans Jonas qui s'appelle Pour une éthique du futur, je crois, où il rappelle que l'homme, c'est la main, l'œil et le cerveau, et que la main a donné la technique, l'œil l'art et le cerveau la philosophie. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation actuelle du monde contemporain vient précisément d'un surdéveloppement de la main au détriment de l'œil et surtout du cerveau? Je pense exactement le contraire, que le problème que nous avons vient du surdéveloppement du cerveau sur des choses qu'on ne comprend pas. Et prenez l'histoire de la médecine. Plus on a compris le cerveau, plus on a compris comment le corps humain marche, et moins on a inventé des choses. Et c'est incroyable. Plus on pense comprendre les choses, plus on fait des erreurs. Donc en fait, ce qu'il y a chez nous, la différence, c'est ce que je dis entre ce qu'on sait et ce qu'on pense savoir augmente avec la connaissance. C'est très dangereux. C'est donc le techné épistémé. Et on a trop fait de philosophie. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Et ça nous est venu ça nous est venu de l'Orient. Parce qu'en fait, les Romains et les Grecs, c'était des gens pratiques, techniques. Et Aristote, Platon, etc. Bon, c'est des gens qui ont été augmentés, modifiés, parce que ça est venu de l'Orient avec la pensée arabe, qui justement met beaucoup plus de valeur sur la philosophie que sur l'artisanat. Et donc c'est ça le problème. Olivier Duhamel. Mais je voudrais vous poser une question qui est connexe. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait ce perpétuel et absurde, cette perpétuelle et absurde demande de prévision, pas seulement par les braves gens, mais même dans toutes les sphères de la société, même dans les médias, même chez les acteurs politiques, etc. C'est-à-dire, on pense, je prends un exemple si vous voulez, on dépense des sommes colossales depuis des années en France pour faire des sondages d'intention de vote avant une élection, disons avant une élection présidentielle, pendant des mois et des mois. On dépense, ce qui est encore plus absurde, des sommes colossales pour faire des sondages le jour du vote, pour pouvoir dire à midi à M. Sarkozy s'il va faire 30% ou pas. Et cet outil-là, on sait qu'il est faux. Et encore en 2007, il a donné des choses aberrantes. Mais en revanche, on ne dépense pas un centime, ou très très peu, pour faire ensuite
l'étude qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on demande tout le temps ce qu'on ne peut pas faire, de prévoir, au lieu de un minimum, aider et financer à comprendre ce qui s'est passé, ce que l'on peut pour pas faire. Vous avez raison sur ça, mais avant je voudrais d'abord dire que les prévisions politiques marchent bien en général. Donc ce n'est pas tellement le problème, mais vous avez soulevé le bon problème général vous étiez où qui en est 2002 Non, mais évidemment, il y a des erreurs, mais en général, ça marche. Ça marche pas toujours, mais ça marche. Parce que comme la médecine ne marche pas toujours, mais ça marche. Ça nous fait vivre plus longtemps, n'est-ce pas? Mais les erreurs dans le domaine économique, il n'y a pas eu de travail introspectif dessus. Donc les gens, le gouvernement américain vous donne des projections à 30 ans, refont des projections à 30 ans, sans informer la citoyenneté, on s'est trompé dans le passé, voilà nos erreurs dans le passé. Donc en fait, c'est... Est-ce que vous permettez de oui. vous dire que ce que vous dites est très très intéressant, mais j'ai mal dû m'exprimer, ça ne me répond pas. Moi, la question que je pose, parce que mon métier premier c'est d'être politologue, c'est que je ne comprends pas pourquoi on nous paye des sommes folles pour dire à 20 heures ce qu'on pourrait savoir gratuitement à 23 heures, mais on ne nous donne pas un centime pour travailler, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui fait qu'il y a eu ce résultat-là et pas tel autre. C'est ça ma question. Quelle est cette société absurde? Je vais vous répondre. Nassim Nicolas Taleb. Je vais vous répondre. Vous allez voir la photo sur le web ou aller dans le musée de Caravaggio. C'est la diseuse de Bonaventure. Et vous allez voir que la dame lit l'aventure dans la main du monsieur pendant qu'elle lui vole son anneau. D'accord? Et le problème, c'est que nous sommes la dinde complète en ce qui concerne quelqu'un qui nous parle du futur. On adore les prophètes. Donc vous jouez aux prophètes, les gens vous écouteront. Vous jouez à l'historien du passé analytico-complexe, et vous les ennuierez. C'est gay, il n'y a aucune chance que ça change. Alors, Alain Gérard Slama. Je suis d'accord avec vos observations psychologiques qui sont de bon sens. Et le fait est que plus on a d'éléments d'information et d'éléments de connaissance, plus on risque de se tromper. Ça me parlait de soi. En revanche, il y a une autre distinction qui me paraît plus intéressante, qui est celle que faisait Bergson, qui disait il y a ce qui est quantifiable et le qualitatif n'est pas de l'ordre du quantifiable. On peut prédire ce qui est de l'ordre du quantifiable, on peut l'analyser, on peut le décrire. En revanche, ce qui est de l'ordre du qualitatif, si on a la prétention de le quantifier, là on se gourre. Donc, cette distinction-là me paraît, si vous voulez, plus féconde. Parce que la vôtre, à la limite, moi je suis, puisque vous avez invoqué quand même, vous aussi, les appartenances pour expliquer les civilisations, puisque vous avez une appartenance grecque, je me réfère aux propos du grec. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Autrement dit, cette distinction-là, elle est fondamentale. Mais si je ne pense qu'à elle, et si je me sens responsable de tout ce qui n'est pas, à ce moment-là, je ne fais plus rien. Nassim Nicolas Taleb. Oui, effectivement. Voilà, le livre a fait des distinctions entre deux domaines que j'appelle médiocristan, où on peut quantifier certaines choses, et l'extrémistan, où en fait les erreurs sont là tellement larges qu'on peut uniquement. Et d'ailleurs, j'ai mon héros, Monsieur Poincaré. Pas le président, pas le politique. Le mathématicien. Oh, le philosophe, je l'appelle. Voilà, mais c'est un grand penseur qui a compris que il y a des choses qui sont pas quantifiables, qui sont qualitatives, et on doit travailler avec. Et malheureusement, le message ne passe pas. Un signe noir, cet événement imprévisible, on en a parlé de manière dramatique, négative, la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi dans nos vies individuelles quelque chose de positif. Le signe noir, ça peut être un oiseau de bon augure, pas simplement de malheur. C'est surtout un oiseau de bon augure, c'est surtout. L'Internet, tout ça, c'est surtout un oiseau de bon augure. Donc, ce que je dis, c'est que quand vous cherchez une drogue pour l'hypertension, n'est-ce pas, un médicament pour l'hypertension, vous trouvez Viagra, par exemple, parce que les nurses téléphonent, dire des choses qui se passent. Quand vous cherchez, vous avez le gaz à moutarde sur les soldats qui a causé, on a appris la chimiothérapie à partir de ça. Quand vous avez des événements comme ça, donc en fait, notre vie est issue de signes noirs positifs qu'on trouve partout, mais il y a un problème. La sous-estimation des signes noirs négatifs, donc les gens prennent beaucoup de risques parce qu'ils ne les connaissent pas, couplée avec une certaine aversion
à prendre les choses qui nous arrivent comme ça, parce que elles n'ont pas l'air d'appartenir au plan. Donc en fait, parmi les petites règles que j'ai, je dis, ne vous enfermez pas chez vous, allez dans les parties, même si ça vous ennuie. Vous savez pas ce que vous allez rencontrer, par exemple, ou la femme de votre vie, ou l'homme de votre vie, ou des choses comme ça. Enfin, de petites choses comme ça, les petits événements qui peuvent complètement changer votre vie. Il faut les collecter, ce que j'appelle sur l'enveloppe de la. En anglais, c'est serendipity. Bon, il n'y a pas un mot français pour. Le dernier mot, Marc C'est un Kravetz. très joli mot, hein, serendipity. C'est vrai qu'on peut pas le traduire. Est-ce que vous êtes un signe noir par rapport à vous? Est-ce que vous attendiez à ce que ce livre devienne ce qu'il est en train de devenir? Bon, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai joué un tour complètement sur les gens. Je me suis fait un autoportrait avec une dame qui s'appelle Yevgenia Krasnova, une russe. Excellente franco-russe. écrivaine. Voilà. À Écrivaine. chercher sur Google. Voilà, alors que les gens n'ont pas trouvé sur Google. Mais alors, le signe noir de Yevgenia. Et Yevgenia, bon, mais comme je me suis fait mon portrait en femme, les gens n'ont pas vu le truc. Alors d'un mot, oui, c'est donc cette romancière qui est présentée comme l'exemple même du signe noir. Elle est l'auteur d'un livre dont personne ne veut. Elle met son manuscrit en ligne sur Internet. Elle trouve finalement un éditeur et elle vend son livre à des millions d'exemplaires. Exactement. Bon, et une autre chose, elle ne fait pas de distinction entre roman et essai. Ce livre, c'est surtout des romans, c'est des contes, je veux dire. Donc en fait, il y a d'autres choses, des tempéraments de Vous avez une Yevgenia. qualité de plus à Yevgenia, peut-être? Une Elle a qualité de plus, non? Non, elle a des défauts. Quelle qualité? Son plus grand défaut, en tout cas, c'est d'être très officiellement un personnage fictif. Ah, voilà. Elle existe maintenant sur Internet. Merci en tout cas, Nassim Nicolas Taleb, de nous avoir rendu visite. Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, c'est donc le titre de ce livre que vous publiez aux